Que construire et comment décrire ce qui nous entoure si on part de la prémisse que l'existence binaire et dans l'abstrait n'existe pas? Si vous voulez voir les arguments qui mènent à cette prémisse, que je considérerais vrai comme dans cette vidéo, vous pouvez aller voir ma précédente vidéo à propos de la non-existence de l'existence, où finalement j'ai simplement repris les idées de Christine Ladd Franklin, et ce que j'ai rajouté de ces idées, c'est simplement le cheminement logique qui, à mon avis, amène inévitablement à cette conclusion, qui est que l'existence binaire et objective ne veut rien dire, est un concept faux. Et je résume cette prémisse en l'existence n'existe pas, même s'il ne faut pas le prendre au sens littéral. Prendre ce sens, disons presque, de l'aphorisme, qui signifie simplement, de façon réduite, de dire le concept d'existence binaire est dans l'abstrait, celui qu'on utilise pour dire il n'existe pas, il y a, ne veut rien dire. Et donc ne correspond à rien. On va partir de cette prémisse et je vais vous expliquer vers quoi je crois qu'il faut tendre. Et c'est plus une vidéo sous forme d'essai parce que j'ai pas moi-même une construction complète de ce vers quoi il faut tendre. Mais au moins, je peux vous donner la direction qui me semble valide. Et cette direction se base finalement sur, d'ailleurs, ce qu'a écrit Christine Ladd Franklin dans ce même papier qui parle de la non-existence de l'existence sur laquelle je me suis reposé, et qui discute finalement du fait que, au lieu de parler de l'existence, on devrait se concentrer sur un autre concept qu'on nommerait l'abstraction. Donc je vais partir de ce concept-là, de l'abstraction, qui est là pour remplacer l'existence de l'existence. Alors attention à ne pas faire d'erreur, c'est assez complexe de sortir de la tête l'idée que l'existence binaire existe. Et donc très rapidement, on peut tomber dans l'erreur de dire on est en train de remplacer une existence par une autre. Au lieu de dire que les choses existent, on va dire que nous vivons dans un monde abstrait, rempli d'abstractions, et ce n'est pas du tout le chemin qu'il faut prendre. Ce n'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Puisque ça reviendrait à adouber l'existence binaire et objective, de dire que tout est une abstraction. Donc c'est pas ce que je souhaite que vous compreniez de ce que je suis en train de dire. Et je suis pas non plus en train de nous entraîner dans un solipsisme qui consisterait à dire que le réel n'existe pas. Puisque si on comprend bien ma prémisse, la non-existence de l'existence implique que ne pas exister ne veut également rien dire. Donc il faut sortir de ce cadre mental et comprendre les choses différemment, où il n'y a pas de binarité de l'existence de façon objective. C'est très très difficile. Donc il n'y a pas d'implication de solipsisme dans ce que je raconte. Simplement, le concept est faux. Donc remplaçons-le par un concept qui décrit mieux le réel. Enfin, le réel même, tout ce que nous nommons. Je vais commencer par replacer les choses, et je pense que ça va faire plaisir à beaucoup. Le réel est toujours le réel. Nous l'avons défini ainsi. Les mots n'ont pas de sens a priori de nos définitions. Nous avons dit le réel, c'est ces expériences et ces sensations que nous vivons. Donc je ne nie pas le réel. L'imaginaire est également quelque chose que nous avons défini et que nous pouvons reconnaître. Au minimum, nous pouvons le reconnaître. Donc, le réel est réel, l'imaginaire est imaginaire, le virtuel est virtuel, par définition. Par définition que nous avons créé, puisque je ne suis pas en train de vous dire qu'il y a un réel derrière les mots que nous utilisons. Il dit voilà ce que nous avons dit, qu'est le réel, voilà ce que nous avons dit, qu'est l'imaginaire, voilà ce qu'on nous dit, qu'est le virtuel, et ça ne changera pas face à ce que je vais vous raconter là. Ce que je vous dis là, cette théorie de l'abstraction, ce que je dis et la direction à prendre, n'est pas là pour remplacer le réel et le dire que le réel est abstrait. C'est de dire qu'il existe très certainement des points de jonction entre, disons, une intersection entre le réel, l'imaginaire et le virtuel, de telle sorte qu'à ce point d'intersection, ces trois choses que nous parlons ont en fait euh, un fonctionnement commun. Ce que je suis en train de vous dire finalement, c'est qu'on pourrait appeler abstraction une classe d'objets dans lequel le réel fait effectivement partie de cette classe, et l'imaginaire également, et le virtuel également. Et quand je dis fait partie, je suis pas en train de dire et, littéralement, une abstraction, puisque, comme j'ai dit, il n'y a pas d'existence binaire dans l'abstrait. Je vous dis simplement, il existe un isomorphisme entre ce que je nomme abstraction et le fonctionnement du réel, ce que je nomme abstraction et le fonctionnement de l'imaginaire, ce que je nomme abstraction et le fonctionnement des virtuels. Et l'intersection de ces isomorphismes dans l'abstraction, enfin, nous donne l'abstraction. Voilà ce que je suis en train de vous dire. C'est que l'abstraction, c'est une définition qui, je crois,
n'est pas vide. C'est-à-dire que la direction que j'aimerais donner, c'est celle-là. Je pense qu'il y a dans le réel, dans l'imaginaire et dans le virtuel, une intersection non vide qui nous permet de dire que au fond, ce sont d'abord pas dans le sens temporel littéral, hein, mais ce sont des abstractions. Nous pouvons les faire appartenir à cette classe abstraction, puisqu'elles ont effectivement les caractéristiques de cette classe, et que cette classe comporte des caractéristiques. Ce qui n'empêche pas le réel d'être le réel, l'imaginaire d'être l'imaginaire, et ainsi de suite. Comment Christina Franklin fait la distinction entre l'imaginaire et le réel, et je trouve que c'est extrêmement intéressant, et c'est d'ailleurs également une idée que j'avais eue, enfin c'est facile de dire après l'avoir lu, mais je l'avais eue avant de l'avoir lu. L'imaginaire, c'est un réel sans position dans l'espace. Elle parle de coefficient de lieu, si je me rappelle bien de son papier, en revue de métaphysique vers 1940. Elle dit, en fait, imaginaire, la différence, c'est qu'il n'y a pas de coefficient de lieu. Et sinon, ça ressemble quand même vachement au réel. C'est juste la façon qu'on a de définir l'imaginaire, rendez-vous compte que c'est bien ça. Nous définissons l'imaginaire, et disons, plus que ça, nous arrivons à différencier l'imaginaire du réel par ceci. Non pas que l'imaginaire n'existe pas, puisque l'existence ne veut rien dire de toute façon, mais comment nous le différencions? Nous différencions l'imaginaire parce que l'imaginaire n'a pas de position dans l'espace. C'est comme ça qu'on différencie l'imaginaire du réel. Il n'y a pas d'autre. Donc, ce qu'on pourrait dire vrai, c'est l'imaginaire, c'est peut-être très proche du réel, simplement, c'est le réel qui n'a pas de position dans l'espace. En quelque sorte. Je suis pas en train de dire c'est exactement ça, mais je vous donne la direction. Et le virtuel pourrait être assez proche de cette notion-là, qui est aussi ne pas avoir de position dans l'espace. Et j'irai beaucoup plus loin que ça. Moi, je pense que dans l'imaginaire, on pourrait également mettre des concepts. Mais alors là, ça va plus loin. Disons, pensez au concept du cheval. Un cheval, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que le cheval, disons? Pas un cheval en particulier, mais le cheval. Et pourquoi on ne voit pas le concept le cheval dans le monde réel? Eh bien, par sa construction, ce cheval ne peut pas avoir de position dans l'espace, puisque sinon il ne pourrait pas décrire tous les chevaux. Donc le concept même de cheval, si les concepts, en gros, ce que je suis en train de dire, c'est, on peut expliquer le fait que dans le réel, on ne voit pas les concepts, c'est-à-dire on ne les voit pas avec nos yeux, non pas parce qu'ils n'existent pas, non pas parce qu'ils sont dans le monde des idées, ce qui ne veut rien dire, mais simplement parce qu'ils n'ont pas de position dans l'espace, et qu'ils ne peuvent pas en avoir par définition. Puisque si le cheval avait une position dans l'espace, je ne pourrais pas voir des chevaux, puisqu'ils ne correspondraient pas, puisqu'ils sont ailleurs que là où est le cheval dont je parle, si mon cheval avait une position dans l'espace. Donc pour que mon cheval, euh, pour qu'il y ait un concept du cheval, il faut d'abord dire que ce concept n'a pas de position dans l'espace. Et si je dis qu'il n'a pas de position dans l'espace, je ne peux pas le voir dans l'espace. On peut déduire ça comme ça. On n'est pas, en gros, obligé de se dire que c'est parce qu'il est dans un monde imaginaire. On peut se dire, en fait, par la logique, effectivement, le concept ne peut pas avoir de position dans l'espace. En tout cas, l'imaginaire est assez proche de ça. Ce sont des images que nous voyons et qui n'ont pas de position dans l'espace, et c'est comme ça que nous définissons les choses. Le virtuel est également de la même sorte, et on peut voir également que le réel interagit avec le réel, ça c'est trivial. L'imaginaire peut interagir avec le réel, par exemple, exemple simple, vous faites un cauchemar, cela impacte le réel, ça vous réveille. Et le virtuel peut interagir avec le réel, sinon on ne s'amuserait pas à faire des ordinateurs, à travailler dessus, c'est aussi assez trivial. Et donc on voit que ces trois domaines, en plus de pouvoir avoir un point d'intersection, comme j'ai dit, ce que je vous donne là, c'est un argument supplémentaire, c'est le fait qu'ils en fait, ils sont interconnectés. Il n'y a pas de disconnexion totale, c'est pas complètement orthogonal. Entre le monde du virtuel et le monde réel, on arrive à faire des connexions. Entre l'imaginaire et le réel, on fait des connexions. Donc ces trois domaines sont quand même vachement liés les uns aux autres et peuvent communiquer. Le réel peut communiquer avec mon imaginaire peut communiquer avec le réel. Et la même chose pour le virtuel. Donc ça va dans toutes les directions. Et donc ces trois domaines, finalement, ont l'air d'être non complètement disjoints. Il y a ça, qui me permet de dire que cette notion d'abstraction n'est peut-être pas vide.
La deuxième chose, c'est le fait que les constructions soient hiérarchiques dans ces trois domaines. Commençons par le réel. Lorsque l'on voit un être humain, on voit un être humain. Sur lui, il a une peau. Sur cette peau, il y a des cellules. Sur ces cellules, il y a des molécules. Dans ces molécules, il y a des atomes. Dans ces atomes, il y a des particules. Et peut-être qu'on pourrait même imaginer que cela continue indéfiniment, étape par étape. Et un autre point intéressant à propos de ces hiérarchies donc hiérarchie d'abstraction, qu'on pourrait dire maintenant, puisque j'ai dit que le réel serait... Donc ça reste du réel, mais on pourrait nommer ça des hiérarchies d'abstraction. C'est que si on prend une couche sous-jacente, par exemple les molécules, c'est suffisant pour calculer tous les comportements d'une scène sans savoir les objets surjacents, et pourtant sans faire d'erreur. On peut arriver aux mêmes conclusions, disons, sans savoir qu'il y a un être humain en face de nous, en faisant simplement des calculs à partir par exemple, des atomes. Et ça, c'est assez intéressant parce que ça fait comme disparaître ce qui est surjacent à ces objets, comme si ça n'était pas nécessaire, si ce n'est pour rendre le calcul plus rapide. C'est quand même assez intéressant de voir ça, c'est que un des points de l'abstraction, de ces hiérarchies d'abstraction, un des points clés, c'est que ça réduit la quantité de calculs à faire. Parce que si on doit gérer toutes les molécules, ça devient compliqué. Si on doit savoir qu'il y a un humain, eh bien les choses sont plus simples à gérer. Ça, c'est disons, une constatation qui ne signifie pas que tout ce qui est surjacent n'existe pas, puisque je nie je nie l'existence binaire objective, donc on n'a pas besoin de se perdre là-dedans, dans le fait que tout c'est une illusion. Non, on ne se perd pas là-dedans. Euh, Donc on voit cette hiérarchie d'abstraction dans ce qu'on nomme le réel. On voit également cette hiérarchie d'abstraction donc qu'on nomme le virtuel avec les ordinateurs, qui sont en fait des... On oublie le fait que ce soit des transistors, puisque ça c'est juste pour que ça aille plus vite, mais fondamentalement c'est quoi? Des ordinateurs, en dehors de leur vitesse de calcul. Mais qu'est-ce que c'est au fond? C'est un concept, une machine de Turing Turing complete, qui est capable d'effectuer qui est capable simplement d'exécuter n'importe quelle autre machine de Turing. Et donc on a une machine de Turing complete qui n'est pas physique, qui est dans l'idée, et qui par-dessus exécute une deuxième machine de Turing complete, etc., etc. Et on a un empilement de machines qui n'existent au fond nulle part, qui sont dans le vide, qui n'ont pas de position dans l'espace, et on a cette hiérarchie d'abstraction. Ce qui est d'ailleurs très intéressant, c'est que j'avais lu un papier d'Edgar Dijkstra euh, qui parlait de ça, où il décrivait le fait on pouvait considérer chaque fonction d'un programme comme étant capable de s'exécuter sur un ordinateur, disons un processeur, ayant les instructions de ce programme. Et en fait, on peut voir chaque fonction d'un programme, peu ou prou, comme pouvant être résolue indépendamment de savoir les hiérarchies d'abstraction sous-jacentes. Je ne sais pas si je me fais comprendre. On peut comprendre la validité de quelque chose sans savoir comment ce qui est utilisé dans cette chose est conçu de façon interne. Et donc il a eu cette idée dans laquelle en fait chaque chose peut être découpée à ce niveau d'abstraction sans qu'il y ait besoin de connaître comment c'est conçu avec tous les niveaux d'abstraction qui sont plus bas. Et ce qui nous permet, encore une fois, comme j'ai dit, de revenir à ce que j'ai dit juste avant sur le fait que les abstractions nous font le calcul plus rapide. Et bien là, c'est pareil, on n'est pas obligé de recalculer tout ce qui est en bas pour remonter la pile. On peut simplement regarder la fonction qu'on a et ça nous permet de comprendre si oui ou non c'est juste sans avoir à se préoccuper de savoir comment c'est fait. Euh, et c'est d'ailleurs également un truc qu'on peut voir, ce dont avait parlé Poincaré quand il parle des mathématiques et le fait que alors juste dans un livre qu'il a écrit, il en écrit très peu, je crois, 3 max, mais je me rappelle plus du titre malheureusement. Mais en gros, il explique bien la même chose, c'est qu'on s'intéresse à un niveau d'abstraction donné, on peut monter au niveau d'abstraction, on peut construire par-dessus, mais on n'a pas besoin de descendre en bas. Donc voilà, on voit encore une fois l'avantage de l'abstraction qui est également dans le virtuel et qui, le virtuel, comme j'ai expliqué, a également une structure hiérarchique comme le réel. Pour ce qui est de l'imagination, en fait, maintenant que j'ai dit ça, c'est très proche de ça. Considérez quand on monte le bras. Quand je monte mon bras en l'air, disons l'imagination ou ce qui est dans ma tête, Hem, ça s'effectue sans que je n'ai besoin de savoir, comment bouger chacun de mes muscles et donc de la même façon que ces ordinateurs, n'ont pas besoin de connaître comment c'est fait à l'intérieur, de la même façon que dans le réel, on n'a pas besoin d'aller voir dans les calculs des mini-atomes, dans l'imaginaire, on n'a également pas besoin de savoir comment on fait pour bouger chaque muscle. On est dans ce concept de, ce qu'a dit Edgar Dijkstra, en fait, hein, très proche de ça.
On exécute une fonction, on ne sait même pas laquelle, et on se demande juste: «Je veux monter le bras en l'air». On n'a pas besoin de connaître les détails pour y arriver. C'est exactement pareil dans le réel et c'est exactement pareil dans le virtuel. On voit déjà que le fait de dire que l'abstraction n'est pas vide est quand même très proche. Et donc, hiérarchique dans le réel, hiérarchique dans le virtuel, j'ai expliqué. Plus rapide de calcul dans le réel, plus rapide de calcul dans le virtuel, plus rapide de calcul dans l'imaginaire. Et pour ce qui est hiérarchique dans l'imaginaire, simplement de se dire qu'on n'y a pas complètement accès, mais que nos neurones, on peut estimer que c'est également une structure qui est peut-être un petit peu comparable, pas totalement, mais peut-être un petit peu comparable au réseau de neurones des ordinateurs, auquel cas, ce sont des petites étapes qui construisent des plus grandes, des petits mécanismes qui construisent des plus grandes mécanismes. Et quand je dis de bouger le bras, sûrement que c'est une idée très abstraite, très complète, qui se réduit de plus en plus, qui part donc, comme dans le réel, du niveau d'abstraction le plus haut pour se réduire vers le niveau d'abstraction le plus petit, vers les molécules qui vont finir par donner le signal électrique pour faire monter le bras. Et donc en fait, ce niveau de hiérarchie, il est peut-être là également dans l'imaginaire, simplement, on y a moins accès. C'est peut-être simplement ça. Donc voilà, je vais pas vous dire que j'ai une théorie complète, mais ce que je peux dire simplement, c'est s'il y avait quelque chose à faire pour bien décrire le réel, ça serait de voir l'intersection entre tous les domaines que nous avons définis, sans les remettre en cause, sans se perdre dans l'existence de l'existence, sans se perdre sans se perdre, pardon, dans l'illusion, dans des délires comme ça, de qu'est-ce qui est, est-ce qu'on est dans un cerveau de Boltzmann, ou je sais pas quoi, ça c'est des idioties, ou est-ce qu'on vit, j'entends parfois, est-ce qu'on vit dans une simulation? Mais dites-vous, les gens qui disent ça, demandez-leur, ok, c'est vrai, qu'est-ce que ça veut dire? Oh, oui, t'as raison, on vit dans une simulation, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, c'est où ta simulation? On vit où? On est dedans, ça veut dire quoi, dedans? On est où? Dedans. C'est où, dedans? Ça veut rien dire. Même ce ne pourrait pas savoir. Vous demandez à un mec qui croit qu'on vit dans une simulation, ok, c'est vrai, ça veut dire quoi? Il peut pas vous répondre. Il pourrait avoir raison qu'il saurait pas sur quoi. Donc, les mecs qui disent cerveau de Boltzmann, c'est pareil, on vit à l'intérieur d'un cerveau de Boltzmann. C'est quoi l'intérieur d'un cerveau de Boltzmann? C'est où? C'est pareil, il y a un problème. Et Christine Ladd Franklin a réellement mis ce problème en avant en disant le problème de l'existence, c'est toujours le même, c'est l'existence où? Où? Ça marche pas votre truc. Ça veut dire quoi être dans un cerveau de Boltzmann? Ça veut rien dire. Donc encore une fois, on utilise nos atomismes de l'évolution puisqu'on nous on a dedans, dessus, de haut, en bas, en haut et on imagine on est au-dessus, on est en dessous, etc. Donc c'est un délire. Toujours est-il que voilà, je crois qu'il existe ce qu'on peut appeler l'abstraction. Enfin, qu'il n'existe pas, je peux pas dire ça, pas littéralement, mais on peut définir l'abstraction comme étant ce qui est commun à tous ces domaines, et je crois que cette abstraction n'est pas vide. Et que donc, le réel est une abstraction, l'imaginaire est une abstraction, et pas au sens littéral à chaque fois que je dis et, disons appartient à la catégorie des abstractions, qu'on a défini, qu'on pourrait en définir une autre, mais on a défini ça comme ça. Une fois qu'on a dit ça, à quoi ça servirait de décrire les choses comme ça quand même? Faut pas se demander. Je suis pas en train de vous dire que tout est une abstraction, je suis en train de vous dire que tout a les caractéristiques de ce que j'ai défini comme étant une abstraction. Et ben je pense qu'à partir de là, on peut mieux comprendre le fonctionnement du réel puisque tout fonctionnera, en tout cas des trois domaines que j'ai nommés, selon ce qu'on a défini comme étant l'abstraction. Donc on pourra considérer que ce qui fonctionne pour l'abstraction, le comportement, l'étude qu'on a de l'abstraction, en fait, ça nous permet d'étudier tout. Enfin, tous ces trois domaines, peut-être. Je suis pas en train de dire que tout est une abstraction et que tout peut être défini comme ça, mais au moins le réel, l'imaginaire et le virtuel. Et que donc ils se recoupent, et qu'il y a des points de contact. Donc voilà, c'est juste un essai, je suis pas en train de... J'ai pas de conclusion, mais voilà quelle est la direction à prendre, à mon avis, pour remplacer l'existence.